Alors bonjour à tous, bienvenue dans la section 2.3 pour le cours 8. C'est la section où on va regarder ensemble l'exercice intégrateur. Alors il n'y a pas de nouvelle matière pour la section 2.3. C'est à vous de prendre l'exercice intégrateur ici, d'aller regarder la description, la lire, utiliser ce qui vous est fourni, donc les fichiers de départ, l'aperçu. Mais moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est vous présenter la solution. Alors, si jamais vous n'aviez pas compris que cette section-ci était seulement un exercice, mettez pause sur la vidéo. En fait, vous pouvez même le fermer parce que ça risque de vous prendre au minimum 1 heure, je dirais, peut-être même un peu plus. Ça se peut que ça vous prenne 2 heures, 3 heures, il n'y a aucun problème si ça vous prend plus de temps. Vaut mieux prendre le temps de tout décortiquer, comprendre chaque subtilité, de maximiser l'apprentissage que de se dire « Ah, je vais me dépêcher dans l'exercice et j'essaie de le finir le plus rapidement possible ». Quand on n'est pas rendu à ce point-ci où on doit optimiser notre temps, à force et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez devenir plus efficace. Okay, donc, on va faire la solution. Juste avant de se lancer dans le code ou dans l'analyse des fichiers ou peu importe quoi de plus technique, j'ai quelques conseils que j'aimerais vous présenter. J'ai appelé ça des conseils plus haut niveau. Ce n'est pas des conseils de code, c'est des conseils plus d'approche, de pédagogie. Premier conseil, je vais les lire, ne vous découragez pas, okay? C'est votre premier exercice intégrateur. C'est le premier exercice où vous n'êtes pas guidé non plus, donc il n'y a pas des étapes concrètes. Alors c'est difficile. C'est une nouvelle manière d'attaquer un problème. Donc donnez-vous le temps, ne soyez pas trop difficile avec vous-même et vous deviendrez de plus en plus confortable à force de pratiquer. Vous allez aussi voir que j'appelle ça des patterns, plusieurs assemblages se répètent d'un exercice à l'autre. Alors, c'est normal si la première fois, quand vous allez me voir démontrer certaines choses, c'est normal si vous vous dites « Ah, je n'ai pas du tout pensé à ça, comment je vais faire à l'examen, je vais être pris au dépourvu ». Non, ok. Vous allez voir d'exercice en exercice, les mêmes idées se répètent. C'est juste qu'il faut bien comprendre ces idées-là. Si vous pensez juste à la syntaxe de la programmation et vous ne pensez pas à la résolution de problèmes, là, vous allez être prêt à l'examen final parce que la syntaxe n'est pas suffisante pour résoudre des problèmes. Okay, donc, approchez le problème ou l'exercice comme un puzzle, un casse-tête, et là, vous devez comprendre comment assembler des pièces ensemble. Et d'exercice en exercice, essayez de voir ou de constater par vous-même cette répétition d'idées-là. Deuxième conseil au niveau, assurez-vous de comprendre ce qui vous est donné. Okay? Alors, il y a toujours un point de départ pour les exercices intégrateurs. Des fois, c'est un point de départ avec du JavaScript, des fois, il n'y en a pas, mais il y a toujours du HTML et il y a presque toujours du CSS aussi. Alors, assurez-vous de bien comprendre ce que vous avez. Moi, mon but avec ça, c'est de vous aider, de vous donner un élan. Mais si vous, si vous ne comprenez pas pourquoi certains éléments sont masqués, d'autres ne le sont pas, et là, il y avait une règle CSS avec un display de none. On en a déjà parlé dans des exercices au cours 7. Si vous n'êtes pas en mesure de saisir ce qui vous est donné, vous allez partir avec un décalage. Okay? Alors, assurez-vous de bien comprendre, de devenir confortable avec les fichiers de départ et aussi les aperçus vidéo. Conseil 3, au besoin, effectuer des tests préalables, ou j'appelle ça aussi des tests intermédiaires, avec des actions, des classes ou autre chose. Et assurez-vous de vraiment bien comprendre toutes les idées unitaires qui sont requises pour un exercice. Je donne un exemple ici. Add class, c'est une des méthodes requises pour résoudre le problème. On lira la description ensemble tantôt. Si vous ne savez pas du tout c'est quoi add class et vous vous lancez dans l'exercice en vous disant « Ah, je vais résoudre ça plus tard, je comprendrai en même temps que je comprends le gestionnaire d'événements ou que ci ou que ça », vous venez de rendre la difficulté exponentielle. Alors, prenez chaque concept unitaire. À la limite, créez-vous un dossier séparé, un dossier de tests où vous allez faire des tests simples. Et comme ça, quand vous allez assembler les différentes idées, vous allez vraiment être confiant ou confiante dans ce que vous faites. Alors, les tests préalables, tests intermédiaires, ça peut paraître une perte de temps, mais la réalité, c'est une des meilleures manières de sauver du temps et de comprendre en profondeur qu'est-ce qui se passe. Dernier conseil haut niveau, je vous encourage fortement à ne pas regarder la solution avant d'avoir essayé au meilleur de votre capacité. Je ne dis pas de ne pas regarder du tout la solution. Si vous êtes complètement bloqué,
vous perdez du temps, oui, venez voir la solution. À la limite, utilisez ce que je vous donne pour vous débloquer et ensuite revenez plus tard pour le reste de la solution. Mais s'il vous plaît, la pire chose à faire avec des exercices, c'est de dire « Ah, j'allais voir la solution, puis j'ai avoir compris tout ce qui se passe. » La réalité, c'est que ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Si vous n'essayez pas par vous-même, si vous ne vous butez pas à des questions, comment je pourrais faire ça? Puis, si vous n'avez pas ce feeling-là de compréhension, en réalité, vous n'avez absolument rien compris. Alors, si vous faites juste regarder la solution, vous perdez votre temps. Assurez-vous de pratiquer, de vraiment vous casser la tête et ensuite venez voir la solution, soit pour valider ce que vous avez fait ou pour vous débloquer. Donc, ces conseils-là s'appliqueront aussi à tout ce qu'on va faire pour la suite comme exercice intégrateur. Gardez-les proches, gardez cet état d'esprit-là quand vous approchez les problèmes intégrateurs. Parfait, maintenant que c'est dit, on se lance dans ce qui est un peu plus concret pour l'exercice 2.3. Il y a une petite mise en contexte ici. Nous sommes rendus à une des étapes les plus excitantes du cours. Bon, ça c'est mon opinion personnelle, mais je trouve ça vraiment excitant de prendre plusieurs concepts, de se rendre compte de tout ce qu'on a fait depuis le début de la session. Donc, les 2 premiers cours sur le HTML, les 2 cours ensuite sur le CSS, le JavaScript, le jQuery qui est une librairie JavaScript, les différentes structures de données, comment on assemble tout ça. Alors, vous allez voir là avec l'exercice intégrateur, on est vraiment en train de développer quelque chose qui est très réel. On n'est plus dans le cours numéro 1 où on avait dit « Ok, mettez un paragraphe avec lorem ipsum ». Alors, vous allez voir l'aperçu vidéo et le résultat final. C'est vraiment quelque chose de très bien. Alors, félicitations. Ceci étant dit, voici le travail à accomplir. Télécharger les fichiers. C'est fait. Moi, je les ai mis dans un dossier qui s'appelle « Solutions ». On va se familiariser dans un instant avec le code de départ, mais je vais aussi vous laisser le faire. Je ne vais pas le faire en détail comme vous allez le faire, mais quand même, ça va être une capsule assez détaillée. Attendez-vous à une capsule de peut-être, 45 minutes, 1 heure. On va regarder l'aperçu vidéo. Et le travail, c'est de répliquer le comportement démontré dans la capsule vidéo. Alors, on peut la regarder tout de suite. Je suis dans le dossier ici de l'exercice intégrateur. J'ouvre l'aperçu. Et là, vous avez l'application. Okay, bon, ça a été enregistré, mais le dossier a été créé à l'automne 2019. L'enregistrement se fait plus tard, là, mais ne vous fiez pas à l'URL en haut ici. Donc, voici l'aperçu. On a Canada, États-Unis, Royaume-Uni. On a des gins ici dans la partie droite de notre fenêtre. On a déjà quelque chose dans la console au point de départ. Vous voyez que je suis arrêté. Je n'ai pas encore appuyé sur Play. Je vais revenir au début. Mais déjà au point de départ, quand on charge la page, on a un affichage. Ça semble être un tableau parce qu'on voit la quantité d'éléments 4 et on voit Cannes. Si on regarde ici, les lignes 33 et 36, ça peut-être porter légèrement à confusion parce qu'en fait, ça sera les lignes 27 et 28. Donc, c'est la seule confusion par rapport à l'automne 2019 versus le moment de l'enregistrement. C'est que le console.log ici, versus l'aperçu est légèrement différent. Donc, on devrait voir en réalité les lignes 27 et 28, si je me souviens bien. 27 et 28, ouais. On voit 33 et 36. Mais peu importe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà quelque chose dans la console et qu'on a des gins dans notre page. Appuyons sur Play pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est l'état initial, c'est beau. Quand on clique sur le petit chevron, j'appuie sur Pause. Quand on clique sur le chevron, on voit les 4 éléments de notre tableau. Index 0, 1, 2, 3, parfait. Et chacun des éléments semble être un objet avec 2 clés, une clé nom, une clé pays. Et ici, pour le nom, on a une chaîne de caractères, Absinthe des cantons. Pour le pays, on a une chaîne de caractères Cannes. Cannes, ça semble être un code pays, mais on verra plus tard c'est quoi Cannes. Même chose pour 1, on a un objet, 2, un objet, 3, un objet. Alors, on a parlé du tableau d'objets. Assurez-vous de très bien comprendre le tableau d'objets. OK, ça c'est beau. Quand je clique sur Canada, j'appuie sur Pause. J'ai cliqué sur Canada, il y a une première chose que j'ai pu voir, c'est que Canada est en bleu. OK, ça on regardera tantôt qu'est-ce que ça veut dire. Mais Canada est en bleu, Canada est sélectionné. Et on voit les gins ici à droite qui semblent correspondre au Canada. Canada, Canada. Si je reviens en arrière, avant de cliquer sur Canada, il y avait Royaume-Uni aussi.
Il y en avait peut-être d'autres, là. Qu'est-ce qu'on a si on ouvre le tableau ici? On a Canada, GBR, OK, pour Great Britain, mais peu importe, là. Royaume-Uni, on verra tantôt c'est quoi. Canada, USA. Je continue, je reviens et je continue l'enregistrement. Je vais le laisser rouler un petit peu. Il y a d'autres choses dans la console. OK, bon, ça semble être la liste des gins, la quantité de gin, 2 gins. Maintenant, je clique sur États-Unis, j'appuie sur pause. Je vois le gin des États-Unis. Il y a eu un autre message dans la console. OK, c'est le gin qui vient des États-Unis. La quantité de gin pour les États-Unis. Parfait. Donc là, je clique sur les éléments dans la démo pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand je clique sur Royaume-Uni, OK, je reviens sur Canada. Quand j'ai cliqué sur Royaume-Uni, on a vu qu'est-ce qui s'est passé ici. On a eu seulement le gin du Royaume-Uni. Et là, on est de retour avec Canada vers les 2 gins. Quand je rafraîchis la page, OK, si vous avez vu, je reviens un peu en arrière. Regardez qu'est-ce que je fais. Je rafraîchis la page en haut dans la démo. Et quand on rafraîchit la page avec du JavaScript, il n'y a rien qui est persisté en mémoire, à part si on utilise certains mécanismes plus avancés, là, mais on n'a pas de base de données ici. Alors, quand j'ai rafraîchi la page, je suis revenu à mon point initial. Alors, je vais laisser la vidéo aller jusqu'à la fin. On est retourné à notre point initial avec les deux lignes dans la console. Clic Canada, clic États-Unis, etc. OK, alors ça, c'est l'aperçu. J'ai regardé avec vous. Vous pouvez toujours prendre le temps de l'analyser encore plus en détail si vous le souhaitez. Laissez-le pas loin, parce qu'au fur et à mesure que vous développez l'application, vous allez vouloir y revenir. OK, même, je vais faire ça, je vais le diminuer ici. Non. Si je viens dans la description, OK, le temps, c'est la tâche, c'est de répliquer le comportement démontré dans la capsule. Je continue ici à la ligne 13. Tout le travail est à effectuer dans le fichier app.js. Alors, vous ne devez pas aller changer quoi que ce soit dans index.html, ajouter des items de liste, changer quoi que ce soit. Ce que je vous dis, c'est que tout le travail doit s'effectuer ici. Et là, on va aller voir le code dans un instant, mais vous avez déjà quelque chose dans app.js. OK, les autres fichiers ne doivent pas être modifiés, c'est beau, c'est ce qu'on vient de dire. Précision. OK, lorsque je sens le besoin d'ajouter de l'information, parce que je me dis, OK, ça serait trop difficile à comprendre sans vous donner l'info, je vais mettre des précisions. Alors, première précision, l'ajout de la classe active aux items de liste. Là, vous devez savoir c'est quoi un item de liste. J'assume que vous savez c'est quoi. Ça permet de donner l'effet de surlignement bleu. OK. Alors, si je reviens dans la capsule vidéo, quand on a cliqué, j'ai avancé un petit peu, quand on a cliqué sur Canada, on a eu un effet de surlignement bleu. Et ce que je viens de dire ou de spécifier ici, c'est que la classe active, lorsqu'on l'ajoute aux items de liste, un item de liste, c'est la balise LI, list item, ça nous permet d'avoir l'effet de surlignement. Alors, si je viens dans index.html, je vais temporairement ajouter une classe que j'enlèverai après. Okay, la classe pour les items de liste, donc Canada, États-Unis, Royaume-Uni. Si j'ajoute active à la main, et je répète, je l'enlèverai après, et je sauvegarde mon aperçu de départ, okay, je peux voir que Canada est en surbrillance. Maintenant, si, disons, je mets la classe active sur Royaume-Uni, quand je vais rafraîchir, Royaume-Uni va être en bleu. Un peu comme j'ai dit tantôt, là, c'est normal si la première fois que vous voyez l'utilisation d'une classe à partir du JavaScript, vous vous disiez « Oh, je n'aurais pas pensé faire ça comme ça. » C'est correct. C'est pour ça que je vous dis, donnez-vous la chance de pratiquer. Vous allez voir que souvent, quand on veut donner un style et enlever un style à un élément à partir de jQuery, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute ou on enlève une classe et la classe est déjà définie. Alors, dans style, on n'a pas la classe active. Pourquoi? Parce que c'est une classe Bootstrap. Alors, vous pouvez aller chercher sur Bootstrap pour active, mais ce que je vous dis ici, c'est qu'on va réussir à mettre les items de liste en surbrillance à tour de rôle au moment du clic, grâce à l'ajout
de la classe active. Et on devra s'assurer d'enlever la classe active parce que sinon, si on ajoute la classe à un des items de liste et on la laisse là, lorsqu'on va cliquer sur un autre item de liste, on se retrouvera avec plusieurs items de liste qui ont l'apparence surlignée. OK, mais tout ça, c'était juste pour vous faire une explication de ceci, l'ajout de la classe active. Maintenant, vous aurez besoin des méthodes jQuery suivantes, .data, .removeClass, .addClass, .hide, .show. Et là, je ne vais pas couvrir toutes les méthodes. Il y en a qu'on a déjà vues dans des exercices ou des démonstrations. On a déjà vu hide, on a déjà vu show, on a déjà vu data. Alors ça, en fait, c'est déjà couvert. RemoveClass, je ne vais pas couvrir la méthode, mais allez lire sur la méthode RemoveClass. Grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça enlève une classe d'un élément ou d'une sélection d'éléments HTML. Alors, gardez toujours en tête le modèle mental de l'arbre qu'on a présenté au cours 7, l'arbre du DOM. Alors, quand on sélectionne plusieurs nœuds dans notre arbre, si on remove class, on enlève une classe, ça va nous permettre d'enlever une classe. Si cette classe-là qu'on demande d'enlever n'est pas là, il n'y aura pas de problème, ça va juste rien faire. Maintenant, add class. Je vais vous montrer comment vous pourriez faire un test intermédiaire sur add class. Comment vous assurer de bien comprendre c'est quoi add class. Alors, j'ai déjà été dans index.html et là, je me suis familiarisé avec tout le contenu. J'assume que vous allez faire ça. Et j'ai déjà compris que si j'ajoute active à la main, ici, je vais rafraîchir, ça va mettre en surbrillance l'item de liste pour lequel j'ai mis la classe. Alors, j'enlève la classe, sauvegarde, je rafraîchis, parfait. Maintenant, je vais utiliser l'action addClass à partir de mon JavaScript pour ajouter cette classe-là, mais sans le faire manuellement, parce que c'est ce que je vais vouloir faire éventuellement. Je vais vouloir dire « Ajoute la classe au moment du clic de l'item de liste ». Donc, je sais qu'un jour, j'aurai besoin de tout faire ça à partir de mon jQuery et la méthode sera addClass. Donc, ce que je peux faire, et là, tout ça, c'est temporaire, vous devez l'enlever après parce qu'on a dit qu'on ne doit pas modifier le fichier index.html à part pour des tests intermédiaires. Je vais ajouter un ID à mon item de liste. Je vais dire premier item. Et je m'assure ici que j'ai connecté jQuery, j'ai connecté mon script app.js, tout ça c'est beau. Et ce que je vais faire, je vais prendre premier item, je vais venir dans app.js et je vais faire un test. Et on regardera ceci après. Je vais sélectionner, grâce à ma fonction de sélection jQuery, l'élément qui porte un ID de premier item. Pour vous montrer que la sélection fonctionne, je vais faire un test avec HTML. On est vraiment confortable avec HTML. Je vais dire, ceci est un test, juste pour qu'on voit bel et bien qu'est-ce qui se passe. Je sauvegarde. Voyons voir si le contenu est changé. Ceci est un test, alors ma sélection fonctionne. Mais ici, au lieu de changer le HTML, le contenu, je vais dire ajoute une classe et cette classe-là sera active. Alors, je vais utiliser jQuery pour ajouter une classe à une sélection d'éléments. Sauvegarde. Et je vois qu'est-ce qui se passe ici. J'ai réussi à ajouter la classe, même si à la base, la classe n'était pas mise. Je n'avais pas active à l'intérieur de mes valeurs de classe. Alors, c'est ça le rôle de la méthode de l'action addClass. Et là, je vous l'ai démontré. C'est pas quelque chose que je ferais pour tous les exercices. C'est juste pour vous montrer un peu comment vous pourriez tester, faire des expérimentations avec des sélections plus simples avant de vous rendre au gestionnaire d'événements, avant de vous rendre à la complexité. Ça pourrait être dans une condition, une boucle. Et là, ça deviendrait très, très difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, addClass permet d'ajouter une classe à une sélection. Que ce soit une sélection pour un seul élément ou plusieurs éléments. Je dis des éléments, mais plusieurs nœuds dans mon arbre du DOM. OK, on a assez fait d'explications, assez de démonstrations. On est rendu à regarder le code et démarrer. Alors, dans app.js, je vois que j'ai déjà un tableau d'objets qui a été modélisé pour moi.
gin A, gin B, gin C, gin D. Donc, tous les gins portent un nom et viennent d'un certain pays. Le pays, c'est un code pays de 3 lettres. Alors, CAN, USA, GBR. Et tout ça dans gin ici. Alors, j'ai fait un console.log de gin à la ligne 27. C'est ce qu'on voyait dans l'aperçu vidéo. Alors, si je sauvegarde mon fichier ici, je rafraîchis ma page. Bon, ça viendra en blanc. Je vais agrandir un petit peu. Je vois mon tableau à read4. C'est exactement ce qu'on avait dans l'aperçu vidéo. Et je vois CAN pour la ligne 28. Donc ça, c'est ce que j'ai comme point de départ. Et si vous venez voir le HTML, vous allez voir que CAN est utilisé, GBR aussi. CAN, USA. Et comme je disais tantôt, c'est normal si, et là juste vous montrer ici, le code pays est stocké dans un item de liste. C'est normal si la première fois, vous ne voyez pas tout de suite l'assemblage possible, mais avec le temps, vous allez commencer à voir ces assemblages-là vraiment rapidement. Je clique sur un item de liste, ok, sûrement qu'il y a quelque chose que je peux récupérer pour réutiliser plus tard. Ah oui, ok, il y a un attribut de data. Parfait, j'ai récupéré sa valeur et je vais sûrement prendre une action dynamiquement sur d'autres éléments grâce à ce que j'ai récupéré. Okay, on verra comment tout faire ça ensemble, mais gardez ça en tête, ça va se répéter. C'est pas la première et c'est pas la dernière fois que vous allez utiliser un attribut data pour ensuite prendre une action sur quelque chose d'autre. OK, je pense que ça fait le tour de tout le contexte. Revenons à l'aperçu vidéo, on va essayer d'y aller une étape à la fois. Je ne me servirai pas du fichier des étapes concrètes. OK, ici, un fichier étapes concrètes. Ça, c'est pour vous aider pour le premier exercice, mais vous n'aurez pas ce type de fichier-là pour les prochains exercices intégrateurs et encore moins pour l'examen final. Alors, je ne m'en servirai pas ici. Je viens sur Monosnap. On regarde qu'est-ce qui se passe. Ça, on a vu que c'est juste l'affichage qui donne un peu de contexte. OK, on attend un petit peu. Rien de nouveau là-dedans. Ça, c'est une inspection du tableau. OK. Maintenant, quand je clique... OK, déjà, on peut arrêter. Quand je clique sur un de mes items de liste, il semble avoir 2 actions dans la fenêtre et une action en bas. Les actions ici, on met en surbrillance l'item de liste qui vient d'être cliqué et on filtre la liste des produits affichés, la liste des gins. Donc, commençons par mettre en surbrillance l'item de liste. Alors, pour faire ça, il va falloir qu'on observe les clics sur chacun de nos items de liste. On va donc mettre en place un gestionnaire d'événements. Je viens ici. Regardons qu'est-ce qu'on peut utiliser. Okay, chacun de mes items de liste a plusieurs classes. List group item, clickable. Okay, ça ici, c'est une classe Bootstrap. On l'a utilisé à quelques reprises. Exemple, quand on a fait l'exercice avec sandwich, croissant, café, latte, on avait besoin de cette classe-là Bootstrap. Donc, on a dit qu'on ne veut pas prendre les classes Bootstrap. Ça ici, c'est une classe juste pour styliser. Et ici, vous avez une classe qui a été définie ou créée explicitement pour le gestionnaire d'événements, filtre pays. Alors, je vais me servir de cette classe-ci. Je vais dire, ici, je vais mettre un peu d'espace. On définit un gestionnaire, et là, ça se peut que les étapes ne soient pas exactement dans le même ordre que le fichier étape concrète, mais ça devrait se ressembler quand même. On définit un gestionnaire d'événements pour observer les clics sur les items de liste. Alors, sur tout ce qui est filtre pays, je veux observer les clics et je vais avoir la définition de mes actions lorsque le clic est observé. Alors, pour l'instant, je fais juste un console.log. Je vais m'assurer que mon gestionnaire d'événements fonctionne bien. Je devrais voir test à chaque fois que je clique sur n'importe lequel des items de liste. Je viens dans mon navigateur, je rafraîchis la page. Si je clique sur Canada, je vois test, Royaume-Uni,
la petite badge 2, États-Unis, Royaume-Uni. OK, alors ça fonctionne bien. Je vais agrandir un peu. Maintenant, mon objectif n'est pas de simplement afficher le test. Mon objectif est de mettre en surbrillance l'élément qui vient d'être cliqué. Et ça, on a dit qu'un sélecteur qui est parfait pour ça, c'est le sélecteur 10. Donc, peu importe l'élément avec une classe de filtre pays qui vient de causer le clic, qui vient d'observer le clic, je sais que je peux le récupérer avec $dist. Ça, on a vu ça au cours 7. Sinon, je n'ai pas vraiment d'autre façon d'aller chercher l'item de liste qui vient de créer l'événement. Alors, je me sers de $10 et je vous ai montré comment add class fonctionne. On prend une sélection et on appelle add class. On passe entre les parenthèses une chaîne de caractères qui va correspondre à la classe à ajouter. Ici, on a dit que c'est la classe active. Alors, regardons qu'est-ce qui se passe. Je définis un gestionnaire d'événements pour tous mes nœuds avec une classe de filtre pays. J'observe le clic sur ces éléments-là. Et ensuite, lorsqu'un événement a été déclenché, un événement clic, je récupère le nœud spécifique sur lequel l'événement a été déclenché avec $10 et je viens lui ajouter une classe de active. Et ça, on sait que ça fonctionne grâce à la démo que j'ai faite tout à l'heure, en ajoutant directement active ici et ensuite en faisant là, la sélection par ID.addClass. Alors, regardons si ça fonctionne, mais aussi on va observer un petit bug. Je vais mettre un commentaire. On ajoute la classe active à l'élément venant de déclencher l'événement. Un peu mélangeant l'élément venant de déclencher l'événement. L'événement clic, si vous voulez. Voyons voir si ça fonctionne. Voyons voir c'est quoi le petit bug dont je vous parle. Alors, je viens cliquer sur Canada. OK, ça fonctionne. Wow! Maintenant, je clique sur Royaume-Uni. Oh, OK. Je clique sur États-Unis. Et vous voyez le petit bug. Je réussis à rendre la sélection surlignée, active. Mais au moment du clic d'un autre élément, je n'enlève pas ma sélection précédente. Ici, ce qu'on voudrait faire d'un point de vue conceptuel, c'est de dire, je veux sélectionner tous les éléments sauf le this et remove class active. Okay, vous êtes d'accord? C'est ce qu'on souhaiterait faire. Si on avait 10 éléments, 10 pays, on en aurait 9 sur lesquels on voudrait enlever la classe et 1 sur lequel on voudrait ajouter la classe. Malheureusement, il n'y a pas de manière simple de faire ceci. Okay? Il n'y a pas un, je sais pas moi, not this. Il n'y a pas un sélecteur comme ça. Mais ce qu'on peut faire, ça c'est une astuce, c'est ingénieux, c'est normal si vous n'y avez pas pensé la première fois, mais gardez ça en tête autant pour des cas comme celui-ci que pour des situations où on va filtrer, où on va vouloir remettre dans un état initial une certaine sélection. Je vous donne un exemple, le TP2. Okay, on veut effacer le panier pour ensuite le reconstruire. Donc, c'est souvent la même idée. On veut remettre quelque chose dans un état initial pour ensuite reconstruire. Et voyez cette situation-là comme étant ce que je viens d'expliquer, quelque chose de plus généralisé. Ce n'est pas juste une histoire d'enlever une classe, d'ajouter une classe. Ici, ce qu'on veut faire, c'est remettre dans un état initial pour ensuite donner un état spécifique. Alors, comment je pourrais remettre tous mes éléments dans un état initial? Eh bien, c'est relativement simple. Je pourrais me servir avant, qui est du add class, d'une sélection sur tous mes éléments filtre pays. Je sais que automatiquement, si je sélectionne par filtre pays ici et ici, j'aurai les mêmes nœuds. Donc, j'aurai tous mes nœuds. Je peux enlever sur tous mes nœuds la classe active et ensuite ajouter spécifiquement la classe active sur le nœud qui vient de recevoir le clic. Alors ça, comme je viens de dire là, juste avant, c'est une approche qui va vous aider dans plusieurs contextes qui vous semblent différents à première vue, mais qui partagent
ce concept-là similaire de remettre l'application au sens large dans un état initial pour ensuite donner un état spécifique à une sous-section ou à un sous-ensemble d'éléments ou quelque chose comme ça. Alors, pensez à ça comme une technique ou un outil dans votre coffre à outils. On remet tous les items de liste dans un état, je vais mettre entre guillemets, initial, sans surlignement. Je vais mettre sans active. OK. Regardons si ça a résolu ou si ça résout le problème. Je viens dans Chrome, je rafraîchis ma page, j'agrandis un peu, je clique sur Canada, j'ai cliqué sur Royaume-Uni, je clique sur États-Unis, parfait. Et au moment de rafraîchir la page, comme on l'a dit tantôt, le tout est remis dans un état initial, alors je n'ai aucune sélection. Royaume-Uni, États-Unis, Canada. Parfait. Alors, le menu de gauche semble être fonctionnel. Prochaine étape, on peut s'attaquer au système de filtre, à la vraie sélection, si je peux dire. Et là encore, on va essayer de penser d'une manière, je dirais pas intelligente, là, c'est pas ça, mais on va voir comment la technique qu'on vient de présenter peut nous aider à accomplir le filtre. Parce que vous êtes d'accord avec moi, ce qu'on veut faire quand on clique sur Exemple Canada, c'est masquer tous les jeans qui ne sont pas du Canada. Alors, ce qu'on veut faire, ça serait de dire masque ceux de Great Britain, Royaume-Uni, masque ceux des États-Unis. Mais là, qu'est-ce qui se passe si demain on a des jeans du Mexique, on a des jeans, d'Irlande? Il faut qu'on ajoute tous ces pays-là, ça n'a pas vraiment de sens, on ne peut pas maintenir ça à la main. Alors, ce qu'on veut faire, c'est mettre l'application dans un état initial. Ici, l'état initial, ça sera de n'afficher aucun jean pour ensuite afficher spécifiquement ceux du Canada. Alors, là encore, j'ai inversé le problème. Au lieu de dire, masque tous ceux qui ne sont pas du Canada, j'inverse le problème en disant masque tous les jeans et affiche seulement ceux du Canada. Un peu comme on a fait ici, mais tous les items de liste sans la classe active, donc enlève la classe de tous les éléments de tous les items de liste, et ensuite met la classe spécifiquement pour l'item de liste qui vient d'être cliqué. Alors, on y va avec ça. Ici, on pourrait dire, comment je pourrais dire ça pour que ça soit clair qu'est-ce qu'on fait? On définit un état initial d'affichage des jeans. Ou on pourrait dire, en anglais, on dirait un blank canvas, donc on ne met rien dans la sélection, ou on vide, on pourrait dire ça comme ça, on vide la sélection des jeans dans un premier temps, avant d'ensuite afficher seulement les jeans du pays sélectionné. Je vais mettre le word wrap ici pour qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe. Alors, première étape, ici on verra le sélecteur, là, sélecteur à voir. Mais on veut prendre une sélection et masquer cette sélection-là. Ensuite, on va vouloir utiliser point chaud pour afficher seulement ceux du pays sélectionné. Alors, point hide, ça va. On n'a rien à mettre entre parenthèses. On a déjà vu point hide ailleurs aussi. Allons dans notre HTML. Et on a souvent basculé comme ça entre le HTML et le JavaScript. Venons voir ici. OK, donc colonne 4. Tout ça, c'est notre portion de gauche de l'application où on a le menu avec les différents pays. Et la colonne 8, c'est tout ce qui est à droite. Donc 4 unités, 8 unités. Si on vient voir ici, c'est à peu près le ratio. C'est le ratio qu'on a, donc 1 tiers, 2 tiers. Et dans le 8 unités, on a des objets médias. Donc ça aide toujours d'avoir bien compris tout ce qu'on a vu jusqu'à date. Donc si vous reconnaissez l'objet média qu'on a présenté au cours 4 avec Bootstrap, ça vous aidera à voir, OK, j'ai une petite image avec un titre, avec une description, je reconnais cette composante-là, je vais donc l'identifier rapidement. Et chacun des objets médias est mis dans une classe ou dans une division avec une classe de Gin Media ainsi que Gin-Media
avec le nom de son pays. Donc, si vous voyez ici Gin Media, Gin Media, Gin Media et Gin Media. Alors, tous mes gins sont regroupés dans une division de classe Gin Media. Et éventuellement, on verra que tous ces éléments-là, toutes ces divisions-là ont également une deuxième classe qui leur est spécifique en fonction de leur pays. Mais ça, on s'en servira plus tard. Maintenant qu'on sait ça, si je veux masquer tous les gins d'un coup, je vais utiliser ma classe Gin Media, OK, et faire une sélection par classe et ajouter le point hide comme j'ai fait. Ça aussi, ça prend un petit peu de temps à comprendre ça, voir qu'est-ce qu'on fait. Mais ici, on veut prendre tous les éléments, les masquer pour ensuite seulement afficher ceux qui appartiennent au pays qui vient d'être sélectionné. Alors, je me sers de Gin Media, qui est partagé par mes 4 divisions. Je mets le point parce que c'est une sélection par classe. Et ici, je sélectionne mes éléments et je les masque. Regardons si ça fonctionne. Je rafraîchis ma page. N'oubliez pas de rafraîchir la page à chaque fois pour que le nouveau JavaScript soit chargé. Et maintenant, quand je vais cliquer un pays, je m'attends à masquer tous mes gins. Je rafraîchis, même chose si je clique sur Royaume-Uni, même chose si je clique sur Canada. Donc, j'ai fait la première portion. J'ai remis ma toile, mon canvas. Je pense que canvas, c'est un mot aussi en français. J'ai remis mon canvas dans un état initial où tous mes éléments sont masqués. Et là, je vais pouvoir ajouter seulement les bons gins. Je reviens dans index.html. Et ici, je regarde, OK, j'ai Gin Can, Gin GBR, Gin Can, Gin USA. Comment est-ce que je peux me servir de cette classe-là pour seulement, exemple, si j'ai choisi Canada, pour seulement afficher les gins du Canada? Alors, faisons un test que je vais appeler statique. Je vais me servir de la classe GinCan. Et là, je vais dire, je veux que tous les GinCan soient affichés. Donc, tous mes éléments GinCan soient affichés au moment d'un clic. Et là, vous savez que ça ne sera pas correct pour les autres pays, là, mais je veux dire, au moins, on va voir qu'est-ce qui se passe quand je fais gincan.show. Alors, je viens ici, je rafraîchis ma page. Et quand je clique sur Canada, je vois bel et bien les 2 gins du Canada. Okay? Ceux qui ont une classe de GinCan pour leur élément parent. Okay? Mais c'est de la triche, là. Ça, je pense qu'on le sait tous. Si je clique sur États-Unis, je vois quand même les gins du Canada. Si je clique sur Royaume-Uni, même chose. Mais une fois que je sais que c'est de la triche, ça me permet de continuer ma réflexion et de me dire, OK, j'aurais aussi pu faire Gin USA parce que j'ai Gin USA lorsque le pays, c'est USA. Et là, il y a un lien à faire. Ce n'est pas un hasard. Si vous avez des codes pays qui sont identiques à ceci dont on va servir dans un instant, et si cela est identique aussi à la chaîne de caractères pour la clé pays. Donc, il y a un lien à faire. Vous devez, avec le temps, devenir confortable à identifier ces indices-là, identifier les liens entre les données. Mais là, pour l'instant, je vais dire, parfait, j'affiche juste Gin des États-Unis, je rafraîchis. Je clique Canada, je vois le Gin, City Gin des États-Unis. Même chose ici, même chose ici. Okay, je pourrais faire la démo pour Great Britain, Royaume-Uni, je rafraîchis. Quand je clique sur Canada, je vois le Gin du Royaume-Uni. Alors, ce que je peux en comprendre, c'est que cette portion-là, les 3 lettres du code pays, devront être variables, devront être dynamiques. Et ça, gardez bien ça en tête, vous allez m'entendre, et vous m'avez sûrement déjà entendu souvent le dire, il y a une portion statique, il y a une portion dynamique. Quand on parle d'une portion qui est dynamique, qui varie dans le temps, vous devez penser à une variable. Ceci sera toujours Gin GBR.
Si je veux que cette portion-là soit variable, dynamique, je dois me servir d'une variable. Même si je ne sais pas encore d'où l'information viendra, je sais ici que je devrais mettre quelque chose de variable. Et on verra comment faire ça. Donc, pour l'instant, gardons juste gin-can et commençons à réfléchir d'où ceci peut venir. Can, GBR, USA. Je vais aller dans mon index.html. Et comme j'ai dit tantôt, il y a des assemblages, des patterns qui vont revenir souvent. Quand je vais prendre une action sur un élément, ça se peut très bien que soit j'ai besoin de récupérer sa valeur avec .val, soit j'ai besoin de récupérer de l'information stockée en allant chercher quelque chose avec .data. Et là, je l'avais même mentionné dans la description, vous aurez besoin de .data. Alors ici, quand je clique sur Canada, si j'étais en mesure de récupérer Can, je pourrais composer mon sélecteur de gin dynamiquement avec une portion statique et une portion dynamique, portion variable. Même chose si j'étais capable de récupérer USA ou GBR. Et ça correspond exactement à ce que j'ai besoin pour faire varier la portion de 3 lettres. Alors, comment faire pour récupérer ceci? Je vais me servir de .data. Je vais tronquer tout ce qui vient avant et incluant le tiret, donc data-tiret. Et je vais donc faire .data de code PI. Ça, on a vu ça au cours 7. Je ne vais pas revenir en détail sur les concepts unitaires. Je préfère passer du temps sur l'assemblage, sur la technique de résolution de problèmes aussi. Alors ici, je veux dire, on récupère le code PI de l'item de liste venant d'être cliqué. Alors, dans un premier temps, je sais que je vais avoir besoin de dire .data, pas de ceci, de code PI. Je vais le prendre en surbrillance, copier, coller. Alors, .data de code PI, ça va me permettre de récupérer, je vais le mettre en infinitif, la valeur dans l'attribut data code PI. Donc ça, c'est ma méthode. Maintenant, c'est quoi mon sélecteur? Okay, mon sélecteur doit refléter l'item de liste qui vient d'être cliqué. Et là, ça doit commencer à résonner un peu avec vous. Quand on veut le nœud, quand on veut sélectionner le nœud qui vient de déclencher l'événement, on doit utiliser le sélecteur 10. Parfait. Alors, ceci va me retourner soit CAN, soit USA, soit GBR en fonction de l'item de liste qui vient d'être cliqué, qui est en fonction du nœud avec une classe de filtre PI qui vient d'être cliqué. Mais là, c'est bien beau, mais je dois le stocker en quelque part. Sinon, je ne peux pas m'en servir plus tard. Alors, je vais assigner cette valeur-là à une nouvelle variable, et là, je suis libre de l'appeler comme je le souhaite, mais je vais l'appeler code PI. Donc, la nouvelle variable code PI se verra assigner la valeur contenue dans l'attribut data code PI de l'élément qui vient d'être cliqué, de l'élément spécifiquement avec une classe de filtre PI. Donc, faisons un console.log de code PI pour voir qu'est-ce qu'on a à la ligne 45 en fonction du PI qui vient d'être cliqué. Alors, voyons pour la ligne 45, je rafraîchis la page. J'ai enlevé aussi là, cette ligne-ci, alors on va masquer tous les gins, mais on ne va pas afficher les gins du Canada comme tantôt. Alors, je clique sur États-Unis, je vois USA pour la ligne 45. Royaume-Uni, je vois GBR pour la ligne 45. Je vois Canada, je clique Canada, je vois CAN pour la ligne 45. Et là, je vous le répète, là, c'est normal si vous, pour la première fois, si vous vous dites, j'aurais jamais pensé à aller chercher un attribut data pour un élément qui vient d'observer un clic. C'est normal. OK, on se pratique. Mais ce
cet assemblage-là, ce pattern-là, vous allez le retrouver souvent. Vous allez cliquer sur, par exemple, un numéro d'image dans un carrousel et ça va vous amener à la bonne image. Bon, mais sûrement que le bouton contient un ID d'image ou contient une information, peut-être un URL d'image. Allez chercher à cet endroit-là. Allez chercher dans les éléments que vous observez pour les événements. Allez chercher des attributs data qui sont pertinents. Je ne vais pas m'amuser à mettre des attributs data juste pour vous tendre un piège. Alors, si je vous mets un attribut data pour des éléments, il y a sûrement une raison, c'est à vous de la trouver. OK. Alors, ça fonctionne. Je vois USC, je vois CAN, je vois GBR. Mais tantôt, ce qu'on avait dit, c'est que là, je vais remettre les 3 options. USC, GBR. J'ai une portion statique dans mon sélecteur et j'ai une portion dynamique. Okay? Si vous voyez tout ce qui est à gauche, je ne sais pas si je ne sais plus comment le faire en fait dans Sublime, là, mais est-ce que c'est avec Alt, Contrôle? Non, il y a une manière de... Okay. Ah oui, comme ça. De faire une sélection multiple. Si vous voyez, tout ce que j'ai mis en surbrillance, c'est statique. Peu importe le pays, ça demeure identique. Et la partie de droite, ça va changer. Alors, si j'écris console.log de .gin plus code pays, j'assemble, grâce à la concaténation, une chaîne de caractères avec une portion statique et une portion variable. Je vais mettre le tiret pour refléter vraiment qu'est-ce qu'on va avoir. Je fais à nouveau un console.log. Regardons ici pour 45. .gin GBR, .gin CAN, .gin USA, tout ça pour la ligne 45. OK, parfait. Alors, grosso modo, j'ai fait le travail ici. Je n'ai pas essayé directement d'aller écrire mon sélecteur. J'ai tranquillement construit ce dont j'avais besoin. Mais là, on peut voir que ceci, c'est exactement la chaîne de caractères qu'on doit utiliser pour effectuer une sélection pour les bons gins à afficher. Alors, j'enlève 2 des 3 lignes ici. Oups. Je vais enlever le commentaire. Et ici, pour ma fonction de sélection, je vais prendre ce que je viens de composer dans mon console.log. Il n'y a rien qui m'empêche de laisser le console.log ici. Okay, comme je l'ai dit et je le répète, si vous utilisez la technique de diagnostiquer au fur et à mesure votre application, je ne vais certainement pas vous décourager en vous demandant d'enlever les consoles.log. Alors, vous êtes libre de les laisser. Dans mon cas, je vais juste mettre ceci en commentaire. Alors maintenant, je sélectionne, okay, vous comprenez c'est quoi? Partie statique, partie dynamique. Je sélectionne les gins pour le pays qui vient d'être récupéré dans l'attribut data et je les affiche avec l'action .show. Voyons si ça fonctionne. Sauvegarde, je rafraîchis. Je clique sur Canada. C'est beau. États-Unis. C'est beau aussi. Voyez la différence? Okay, si je reviens en arrière, si je n'avais pas d'abord masqué tous les gins, il n'y a rien qui se passerait. Okay? Parce qu'en fait, j'utiliserais .show, mais je n'aurais pas rien masqué avant. Je n'aurais pas remis mon canevas dans un état initial vide, okay, sur lequel j'ajouterais les bons gins. Alors, cette étape-là est très, très importante. Je reviens ici, Canada, Royaume-Uni, c'est beau. États-Unis, c'est beau aussi. Je rafraîchis, je reviens dans l'état initial, les 4 gins, ainsi que les 3 pays sans aucun en surbrillance. On fait beaucoup de progrès. Revenons aux vidéos. Je vais le remettre un peu en arrière. Ça, c'était l'état initial. On observait le tableau. Maintenant, quand on clique sur Canada, OK, j'appuie sur pause. On a filtré à droite. On a mis en surbrillance l'item de liste correspondant. Et ici, le gin absinthique des cantons provient du pays CAN. Le gin provient du pays CAN. Donc, on affiche dans la console les gins qui viennent du pays CAN. Ici, ça j'aurais peut-être dû le spécifier dans la description, ça serait serait plutôt d'un niveau de difficulté extra pour un examen. Des fois, je donne des points bonus. Ici, là, la partie pour le pays CAN, il y a 2 gins. C'est plus difficile. Donc ça serait niveau point bonus. Par contre, le gin absinthique des cantons, le gin B Origin, gin exclusif, ça serait de niveau examen.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait afficher le nom des deux gins? OK, on va voir comment on peut faire ça. Première stratégie, on pourrait essayer d'aller voir, OK, est-ce qu'ici, je pourrais utiliser un certain sélecteur pour récupérer la valeur HTML contenue. C'est pas évident, OK? En fait, ça ne se ferait pas avec les concepts qu'on a vus dans le cours. Par contre, quand on vient dans le fichier app.js, on a accès à un tableau d'objets. Et on a dit que pour filtrer sur un tableau, okay, ou pour filtrer dans un point de vue conceptuel plus général, on doit parcourir des éléments et mettre une condition. Donc, un système de filtre, c'est une combinaison de la répétition et de la condition. Ça, c'est un sujet dont on a parlé au cours c'était 6, 2.4, conditions dans boucle. Alors ici, on pourrait parcourir notre tableau des gins et le filtrer afin de prendre une action spécifique sur des éléments qui répondent à une condition. Alors imaginez ça, on parcourt tous les gins, on aura donc les gins A, B, C et D. Je vais mettre en place une condition dans ma répétition. La condition, ça sera, est-ce que le code PI du gin parcouru correspond au code PI qu'on a récupéré? Et si oui, je vais prendre une action, je vais afficher dans la console le gin. Alors, je le répète, on va mettre en place une répétition avec une condition à l'intérieur, ce qui va nous permettre de filtrer nos éléments afin de prendre une action spécifique sur les éléments filtrés. Alors, allons-y. Je mets en place, ou plutôt, mettons en place un système de filtre. Je vais mettre répétition plus condition afin de prendre une action spécifique sur certains items seulement. Et là, je vais mettre en parenthèse ici ceux pour lesquels le code PI correspond au code PI récupéré. Et là, je parle du code PI qui a été récupéré ici. Alors, la boucle for, ça, on la connaît bien maintenant. Ça fait depuis le cours 6 qu'on la pratique. J'ai utilisé une variable compteur i, me donner une valeur initiale de 0. Tant et aussi longtemps que i sera plus petit que gin, qui est mon tableau d'objets, plus petit que gin.length, et après chaque itération de la boucle, je vais ajouter 1 à i. Je peux faire tout de suite un console.log, m'assurer que ma boucle fonctionne. Je n'ai pas fait d'erreur, je n'ai pas une boucle infinie. Je devrais voir 0, 1, 2, 3 pour la ligne 51. Je ne devrais pas voir 4 parce qu'en ce moment, j'ai 4 gins dans mon tableau. Alors, si i est égal à 4, cette condition-là ne sera plus vraie et je devrais sortir de la boucle. Alors, voyons si j'ai 0, 1, 2 et 3 pour la ligne 51. Quand je clique sur n'importe quoi, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Parfait. Ensuite, je mets une condition à l'intérieur de ma répétition. Si gin de i, ok, gin de i correspondra à quoi? Et là, ça, vous devez commencer à être plus habitué. Gin de i va correspondre pour chacune des itérations à gin de a pour la première itération avec i est égal à 0, gin de b lorsque i vaudra 1, gin de c lorsque i vaudra 2 et gin d lorsque i vaudra 3. Alors, si gin de i, et gin de i c'est un gin, c'est un objet, si sa clé spécifique qui s'appelle PI, et là c'est un peu plus difficile à écrire, okay, parce qu'on est à 2 dimensions ici. Alors, ceci nous permet de récupérer le gin, donc l'objet, et la clé sur l'objet, c'est la clé PI. Pratiquer le 2.2 tableau d'objets, ça c'est plus frais dans votre mémoire, moins de pratique, donc donnez-vous le temps. Et petite mention ici, la boucle for of,
Je vais l'écrire ici, là, je l'enlèverai après. La boucle for of peut aider parce que ça évite d'avoir la syntaxe à 2 dimensions. Mais à vous de voir ce que vous souhaitez utiliser. Si gin i de pays est égal au code pays qu'on vient de récupérer. Ça, c'est un test d'égalité. On compare l'égalité entre gin i, la clé pays, et code pays. Si cela est vrai, on fera quelque chose. Okay, je vous donne aussi une suggestion. Peut-être que pour vous, ceci, c'est difficile à écrire d'un seul coup. Et c'est normal si c'est difficile. Alors, je vais le mettre en commentaire et allons-y une étape à la fois. Je vais garder ma boucle et je vais faire console.log de gin de i. Alors, j'affiche tous les éléments dans mon tableau grâce à une boucle. À tour de rôle, les gin 0, 1, 2, 3, ce qui correspond à gin A, B, C et D. Voyons voir pour la ligne 51 ce que j'ai. Quand je vais cliquer, j'aurai bel et bien mes 4 objets. Gin A, gin B, gin C, gin D. Maintenant, ceci c'est un gin, c'est un objet gin. Je sais que chacun de mes objets a une clé, une propriété qui s'appelle P. Donc maintenant, je vais faire gin IP. Console log à la ligne 51. Je rafraîchis ma page. Quand je viens cliquer, je vois CAN, GBR, CAN, USA. CAN, GBR, CAN, USA. Vous pouvez faire des tests. Vous pouvez venir ici et temporairement changer USA pour USA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sauvegarde. Si je clique, OK, je vois que c'est bel et bien le code pays qui est affiché dans ma console. OK, maintenant, une fois que j'ai compris qu'est-ce qui se passe lorsque je parcours mes objets, que j'accède à une propriété, là, je peux me servir de ceci. Je sais que ça sera CAN, que je regarde à nouveau. Ce sera CAN GBR, CAN USA. Ça, c'est la ligne 28, c'est autre chose. Alors, je sais à quoi m'attendre et c'est beaucoup plus facile d'écrire mon if rendu là. Alors, je remets le if. Si ce qu'on vient d'afficher dans la console, CAN GBR, CAN USA, est égal au code pays, ça, on sait que ça va être récupéré dynamiquement. Ça sera soit CAN, soit USA, soit GBR en fonction de l'item de liste qui vient d'être cliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher dans la console, c'est ça qu'on a demandé ici, le gin avec le nom provient du pays avec le code pays. Alors, vous pouvez soit prendre la concaténation ou soit vous aider avec le console.log. Moi, j'ai allé pour la manière la plus simple. Ici, on n'a pas besoin de concaténation, on a juste besoin de mettre des virgules entre les éléments qu'on veut afficher avec le console.log. Alors, disons, le gin. Ensuite, c'est le nom du gin. Donc, gin de i nous retourne l'objet en question. Et maintenant, on peut accéder à la propriété qui s'appelle nom, okay, pour notre objet en cours. Le gin, son nom. Ensuite, provient du pays, virgule. Et là, j'affiche le code pays. Et ceci, dans le cadre spécifique de la ligne 52, ceci pourrait être remplacé par ceci. Ça fonctionnerait aussi. C'est bien logique parce qu'on vient de faire un test et les deux sont égaux. Alors sinon, si les deux n'étaient pas égaux, on ne serait pas en train d'exécuter cette ligne-là. Alors vous pouvez utiliser soit gin IPI, mais moi je trouve ça plus simple d'utiliser le code pays qui vient d'être récupéré. Alors voyons voir si ça fonctionne. Je rafraîchis, je vais cliquer sur Canada. Le gin absinthe des cantons provient du pays Cannes. Le gin B-Origin Gin exclusif provient du pays Cannes. Parfait, ça fonctionne. Je concède, OK, ce n'est pas simple de tout voir ça ensemble, surtout que la matière est assez fraîche. C'est le tableau d'objets. Et là, on accède à des propriétés sur des éléments d'un tableau qui sont des objets. Okay? C'est pas facile, pratiquez-vous. Au besoin, okay, enlevez tout ça et jouez juste avec ceci.
utiliser des exercices. Quand on a fait les démonstrations, ici, on a fait des choses comme ça. On a accédé à des propriétés sur des index I, donc pratiquez-vous en isolation, sans le gestionnaire d'événements, sans des attributs data qui viennent rendre ça plus complexe. Et quand on a beaucoup de choses en tête, ça devient beaucoup plus complexe. Alors, enlevez la complexité et revenez ici après. Alors, ça, c'est beau, c'est fait. Il va nous rester une seule étape. Et là, je le redis, c'est une étape qui est plus de niveau point bonus qu'une attente normale pour un examen. Ici, on va afficher la quantité de gin pour le pays venant d'être cliqué. Alors, c'était 2 pour Cannes. Voyons voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique, exemple, sur Royaume-Uni, je pense, en deuxième, ou États-Unis. J'appuie sur pause. Pour le pays USA, il y a un gin. Okay, nous, ça fonctionne, l'affichage du nom. On est rendu à mettre en place la quantité. Alors, pour la quantité, on va prendre un petit peu d'astuce. On affiche la quantité de gin pour le pays en cours, ou le pays venant d'être sélectionné. Console.log, je vais dire quantité de gin. Je vais mettre il y a quantité de gin pour, comment on a vu ça dans la démo? Pour le pays, avec le code pays, il y a un gin. Alors ça sera gin. Pour le pays, ça on sait que code pays fait le travail. Il y a, c'est correct ça? Pour le pays, il y a un gin. Parfait. Maintenant, c'est bien beau, mais quantité de gin n'existe pas. Alors, temporairement, ce que je vais faire, je crée une variable, je vais l'appeler quantité de gin, je vais dire 2. Je vais tricher. Je sais que ça fonctionne pour le Canada. Je vais juste m'assurer qu'on voit bel et bien la ligne 59. Alors, je rafraîchis ma page. Canada. Pour le pays Cannes, il y a 2 gins. Mais là, bien évidemment, c'est de la triche. Quand je vais cliquer sur États-Unis, 2, okay, ce n'est pas la bonne réponse. On devrait voir 1. Au moins, j'ai construit quelque chose. J'ai construit une ligne qui affiche la quantité de gin. Et là, ça, c'est un système de compte. Alors, comme je disais, dans notre coffre à outils, on développe des outils qu'on peut réutiliser de problème en problème. Et c'est aussi un témoignage du fait que la programmation, ce n'est pas une histoire de syntaxe, c'est une question de résoudre des problèmes. Et là, ici, ce qu'on veut, c'est, en anglais, on appelle ça une running sum. C'est accumuler, un accumulateur. Donc, c'est partir avec une valeur de 0, on n'a aucun gin, et à chaque fois qu'on en trouve un, quand on filtre, on ajoute 1 à notre accumulateur. Alors, si vous n'aviez pas encore écrit le code, et là, ce que je viens d'expliquer résonne et vous comprenez, mettez ça sur pause et essayez de le faire par vous-même. Okay, petit conseil, vous aurez besoin de mettre la variable avant la boucle et initialiser sa valeur à 0. Alors, quand vous allez cliquer, à chaque fois que vous cliquez, la variable aura une valeur de 0, quantité de gin. Vous allez afficher sa valeur finale ici. Oups, j'ai oublié le point-virgule. Et je répète l'objectif avant de le coder. À chaque fois qu'on trouvera une valeur ou on trouvera un gin qui répond à une certaine condition, la condition c'est que le pays du gin corresponde au code pays venant d'être cliqué, on ajoute 1 à notre quantité de gin. Okay, alors appuyez sur pause au besoin, revenez. Moi je vais faire la solution. Il s'agit ici à l'intérieur de notre condition, à la même place où on a le filtre et on prend l'action sur les éléments spécifiques. On doit prendre quantité de gin et augmenter sa valeur de 1. Donc, on le lit toujours à partir de la droite, c'est une assignation. On prend la valeur courante, on ajoute 1 et on assigne cette nouvelle valeur-là à la même variable. Pensons-y, si le gin qui est parcouru correspond au code pays, on va ajouter 1. Sinon, ceci n'est pas exécuté. Alors, pour les autres gins, on n'ajoutera pas 1. Pour le Canada, on va se retrouver avec 2. Okay, parce que 2 fois la condition ici va être remplie. 2 fois la condition va être vraie. Pour USA, une seule fois. Pour GBR, Royaume-Uni, une seule fois aussi.
Alors, effectuons un test. Je sauvegarde. Je rafraîchis. Canada. Pour le pays Cannes, il y a 2 gins. Pour le pays GBR, il y a un gin. Pour le pays USA, il y a un gin. OK, ça semble compléter l'exercice. Je rafraîchis la page. On repart ici, Royaume-Uni, États-Unis. Vous pouvez toujours faire une dernière validation. OK, ça semble correspondre aux attentes. Même chose ici, on a filtré pour le Royaume-Uni. On va rafraîchir la page dans un instant. OK, on a cliqué encore. Canada. On affiche le nom des 2 gins. On rafraîchit. On repart à l'état initial. Nos 4 gins. Clique sur Canada. On a le nom des 2 gins avec la quantité. Royaume-Uni. Voilà. C'est la solution finale. Je vais la partager. Je vais enlever les lignes superflues ici. C'est juste pour qu'on voit mieux pendant les explications. C'est tout à fait normal si vous avez eu à utiliser le fichier des étapes concrètes. Okay, c'est notre premier exercice intégrateur. Soyez indulgents avec vous-même. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'explication. S'il y a quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Okay, merci beaucoup. À la prochaine.